Hello et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Et dis-moi 9 mois ensemble. Et là, on va aborder des thèmes où tout devient finalement très concret. Oui, très concret là, ça y est, ça commence. Ce gros ventre. J'ai un coloc. T'as un coloc très actif? Oh oui, très très actif. Un coloc très très actif. Donc aujourd'hui, on va parler des mouvements du bébé, les premières sensations, pas les petites sensations comme on décrivait la dernière fois, mais contractions. On va aborder aussi tout ce qui va être diabète gestationnel, puisque Morgane est à 6 mois de grossesse. C'est ça. Donc il y a plein de petites choses qui commencent à rentrer en jeu. Et cette fameuse, du coup, charge mentale dont on parlait la dernière fois. Donc voilà, ça va être les petits thèmes du jour. Donc oui, déjà pour commencer, bébé bouge bien, très bien. Là, c'est plus les petits papillons comme on sentait avant. Là, c'est vraiment des counettes qui se voient à travers le ventre. Il est très actif. Très très actif. Et juste, il y a un truc un peu bizarre, que moi je trouve, c'est qu'il y a vraiment des jours où le bébé va être vraiment très actif et d'autres un petit peu moins. Et ça, par contre, du coup, ça me fait peur encore un peu. Ouais, ça questionne. Ouais, quand il bouge pas, je suis là, oh, bouge s'il te plaît. Ça me questionne beaucoup, je me demande ce qu'il fait. Il est en train de dormir, il a déménagé, il est parti, il fait quoi? Donc ça, c'est vrai que ça c'est un petit peu inquiétant, mais sinon, en règle générale, ça va être inquiétant carrément? Ou ça... j'aime pas, ouais. Je préfère, heureusement, c'est qu'il est quand même assez tout le temps actif d'ailleurs, mais ça me rassure qu'il soit tout le temps actif, de le sentir tout le temps, même si des fois c'est un peu contraignant parce qu'il me fait mal par-ci ou par-là. Mais non, quand il bouge pas, du coup, c'est là que ça m'inquiète. C'est un bébé quand même très actif et on a eu aussi du coup la révélation du sexe. On était à la base persuadés que c'était une petite fille. Donc on s'est projeté sur un prénom de petite fille, sur une chambre de petite fille, sur des affaires de petite fille. Puis la surprise, c'est pas une petite fille, c'était un petit garçon. Reset mental total. Ouais. Ok. Voilà. Là, c'était vraiment la surprise. Grosse surprise. Ouais, grosse surprise. Ouais. Bon, alors du coup, on reprend point par point. En général, du coup, pour tout ce qui est du coup, les sensations quand sentir son bébé bouger, donc pour une première grossesse, on commence à le sentir entre la 18e et la 20e semaine. Parfois, dès la 16e semaine, on peut commencer à sentir si c'est pas une première grossesse. Et parfois, un peu plus tard, mais là, du coup, ça dépend, ça dépend des gens. C'est vrai que j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était. Ok, parce que effectivement au début tu parlais de petites bulles, etc. Voilà, en fait, ça fait comme aussi parfois des inconforts digestifs. Ouais, c'est ça. Et puis du coup vers la 22-24e semaine, là on commence vraiment à sentir, comme tu as dit, les coups un petit peu plus francs, la manière dont il se positionne, etc., etc. Et ce que tu décris quand tu dis que malgré qu'il soit très très actif, il y a des fois où tu le sens un peu plus bouger, des fois un peu moins, en fait c'est normal qu'il ait des moments où il soit du coup un peu plus calme parce que c'est un bébé qui a des cycles de sommeil, des phases d'activité, etc. etc. Il réagit aussi à ton rythme à toi. Donc tout ce qui va être fatigue, activité, stress, etc. ça peut jouer là-dessus. Et en fait, en général, quand toi t'es active, lui il va plutôt être en mode chill parce que tu le berces, donc il s'endort. Et à l'inverse, quand tu te poses, c'est là où c'est mais c'est exactement ça. Dès que je me pose, il sait. Mais du coup, fais une partie de foot dans le ventre. Partie de foot carrément. Mais du coup, voilà, c'est normal qu'il y ait des fois où tu le sentes pas du tout et des fois où justement il va être beaucoup plus actif. Okay. Par contre, il y a un point qui est quand même essentiel à rappeler, c'est que si on sent une diminution nette et inhabituelle de tout ce qui va être sensation, mouvement, etc., on n'hésite pas à aller consulter. Parce que même si c'est normal qu'il y ait des périodes beaucoup plus chill et des périodes beaucoup plus actives, si on ne sent plus son bébé, c'est important d'aller consulter pour voir si tout va bien. Bon, et du coup, it's a baby boy, je vais pouvoir l'appeler mon neveu. C'est bon. Non mais alors ça vraiment c'est dingue. Ouais. Parce que tu le sais très bien, on était persuadés que c'était une fille. Moi aussi. Mais persuadée. Ouais, j'étais persuadée que ça allait être une fille. Ah ouais. Et là, pouf, un petit garçon. Alors c'est génial aussi, hein. On est très contents. Mais surprise. Mais Julien ouais, qui est heureux. Tu t'es imaginé Julien plein de choses. Est heureux. Ouais. Alors alors là, lui par contre, belle surprise.
Non, effectivement, je suis pas déçue, je suis très contente, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que... Bah, c'est pas ce qu'on imaginait, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est hyper fréquent. Ça veut pas dire euh, que c'est l'amour qui change. C'est juste que bah, c'est une projection mentale. Oui, oui, c'est ça. Ouais, et c'est normal de vivre bah, un petit temps d'adaptation, surtout que t'étais persuadée que ça allait être une fille. Puis parfois, les prédictions qui sont un peu faussées, bah, ça vient soit des égos qui sont du coup un petit peu trop précoces. Ouais, bah oui, c'est ça, parce que nous, notre gynéco, elle nous avait dit, bon, à reconfirmer, mais c'est vrai qu'il y a de fortes chances là que ce soit une Que petite ça fille. soit une fille. Ouais. Donc voilà, donc les échos qui sont faits très très tôt, ça peut, bah, du coup, ça peut fausser. Fois aussi, selon la position de ton bébé, bah, on sait pas, on a l'impression que, mais finalement, c'est pas ça. Aussi des projections familiales très fortes, et là, je pense que c'est aussi un peu le cas, malgré tout. Ouais. Donc voilà. Oui, non, mais trop contente quand même que ce soit un baby boy, vraiment. On est très très contents. Et du coup, oui, il y a aussi les contractions. Ouais. Bah là, j'ai cru que c'était le début de la fin. Comment ça? Ça a commencé dès 5 mois et demi où mon ventre, je le sentais se contracter et il devenait dur. Mais quand on dit un ventre dur, c'est un ventre très dur. Et j'avais des douleurs, vraiment des douleurs vives en bas du ventre. Enfin, des contractions, quoi. Et du coup, on a eu peur. Donc, on a été à l'hôpital. Et donc, oui, donc, du coup, ils m'ont bien confirmé que c'était des contractions. Dû au fait que je sois très active dans la journée, du coup. Ok. Donc dû au fait que je sois très active dans la journée, mais tout allait bien, mon col était fermé, le bébé était pas tout en bas, enfin tout allait bien. Du coup ils m'ont mis en arrêt. Donc là, t'es en arrêt, donc du coup, Ouais. dès ton 6e mois. Enfin, Ouais, ouais. j'ai été en arrêt à mon 6e mois et voilà. Ok, donc col fermé, tout va Ouais. bien. C'est juste qu'ils t'ont demandé d'être un peu plus chill, quoi. Voilà, exactement. De me Ok. reposer un peu plus parce que c'est vrai que je courais toute la journée. Ok. Alors, on va clarifier les choses. En vrai, ce que tu me racontes et au vu de ce qu'ils t'ont dit aux urgences, moi, ça me fait penser aux contractions de Braxton Hicks. Je sais pas si tu connais. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. C'est ce que j'ai vu à l'école, mais je m'en rappelle. Je sais même pas si ça se prononce vraiment comme ça. En gros, c'est des contractions utérines qui sont irrégulières, qui surviennent spontanément au cours de la grossesse. Ces contractions, elles permettent surtout de préparer ton corps à l'accouchement. Leur fonction principale, c'est surtout de tonifier les muscles au niveau de l'utérus et d'améliorer le flux sanguin vers le placenta. Donc en gros, ça te prépare à l'accouchement. Généralement, elles se manifestent à partir du 2e trimestre et en fait, elles évoluent un petit peu au cours de la grossesse, contrairement aux contractions de travail qui, elles vont plus s'apparenter, enfin, elles vont en tout cas être décrites comme des sensations de rétractation et durcissement au niveau de l'utérus. Mais ça, normalement, c'est des contractions du coup que tu n'auras que vers la fin. Ce sera vraiment les contractions de travail. Il n'y a pas forcément de douleur significative. Leur durée, elle est variable. En fait, ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, mais genre 2 minutes grand maximum. Ces contractions-là, en fait, elles ne provoquent pas la dilatation du col. Et elles sont parfois déclenchées par les mouvements du bébé, quand tu as une activité qui est assez dense, ou même parfois si tu es déshydraté. Ça peut te déclencher ce genre de contraction. Donc voilà, donc en soi, c'est pas grave. Mais effectivement, il faut que tu sois peut-être un petit peu plus chill par la suite. Ok. Donc pour résumer, ces contractions, elles sont irrégulières. Elles arrivent en général quand on est fatigué, stressé, mais elles ne s'intensifient pas avec le temps. Contrairement aux contractions de travail qui, elles, du coup, s'intensifient et elles disparaissent pas au repos. Et elles sont du coup beaucoup plus régulières. Et point important, du coup, la fatigue, ça peut augmenter nettement la sensation de tes contractions. Ah ouais, ok. Bah moi, on m'a juste dit que tout allait bien, mais trop drôle du coup. Si. Mais ça existe, Ça, voilà. ouais, bah ouais. Ok. En gros, c'est ton muscle qui s'entraîne pour préparer ton corps à l'accouchement. Ok. Autre info sur laquelle j'ai été très paniquée d'ailleurs et au final très soulagée, c'est pour le diabète, pardon, le test du diabète gestationnel. Pourquoi? Donc là, à 6 mois, du coup, on sait si on doit ou non passer ce test. Dieu merci, je n'ai pas le passé. Mes tests sanguins sont très bien. Et je suis jeune, donc ma gynécologue, elle m'a dit c'est bon, pas de souci. J'étais tétanisée j'étais vraiment tétanisée par rapport au fait de le faire. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu étais tétanisée de le faire? J'avais peur de vomir. En plus, c'était dans le labo et tout. Oh là là. Alors, autant les prises de sang, c'est quand vous voulez, où vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais alors ça, oh là là, j'étais paniquée. Peut-être on refait un point sur ce que c'est Oui, et comment on dépiste du coup le diabète gestationnel. En gros, le diabète gestationnel, c'est une difficulté temporaire à réguler le sucre pendant la grossesse parce que quand tu es enceinte, du coup, la régulation de ta glycémie, elle évolue. D'un point de vue obstétrical, si le diabète il est bien équilibré, un suivi de grossesse n'est pas si différent d'un suivi de grossesse
classique, en tout cas d'une femme qui n'est pas atteinte de diabète gestationnel. Juste, on fera une échographie en plus pour checker tout ce qui va être taille et poids du bébé. Ok. Comment on le dépiste? En gros, généralement, le diabète gestationnel, on le dépiste entre la 24e et la 28e semaine. On va mesurer la glycémie à jeun. Ensuite, on va demander aux femmes d'ingérer donc une espèce de petite boisson. Donc, c'est ça qui me faisait peur. J'avais peur de vomir avec cette boisson. En fait, cette boisson, c'est du glucose. Donc, on va donner cette boisson à intervalles précis. Et ensuite, on va rechecker la glycémie dans le sang. Et c'est avec ce test-là qu'on va voir si, du coup, notre taux est normal ou pas, ou si du coup il y a un risque de diabète gestationnel. Donc on arrive généralement assez tôt au labo pour faire la première prise de sang puisque c'est à jeun, et après on prend cette petite boisson et du coup en fait on passe notre matinée au laboratoire. Quel enfer. Okay. Oui, quel enfer, mais bon en vrai s'il faut le faire, faut le faire. Ah oui, c'est hyper important. Oui, c'est hyper important. Mais du coup toi t'as de la chance, tu n'en as pas. Donc il y a certaines femmes qui peuvent être dépistées plus tôt, notamment s'il y a des antécédents de diabète gestationnel, s'il y a du surpoids, s'il y a des antécédents familiaux particuliers. Les femmes aussi qui ont un âge plus élevé. Toi, tu es un peu plus jeune, donc ça te concerne moins. Si on en a, en vrai, pas de panique parce que c'est quelque chose qui est très bien maîtrisé aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une prise en charge hygiéno-diététique. C'est d'avoir une alimentation qui va être adaptée, sans forcément se priver à l'extrême. C'est juste une alimentation plus équilibrée, en faisant attention au taux de sucre, etc. etc. Avoir une activité physique, même si elle est douce, c'est bien d'avoir une certaine activité. Et parfois, on peut avoir des surveillances glycémiques, voire un traitement à base d'insuline. Ok. L'objectif, en fait, c'est que la maman et le bébé soient en sécurité sans forcément avoir des restrictions à l'extrême, quoi. Ok. Donc c'est pas forcément t'as mangé trop de sucre, donc hop, t'es sanctionné, quoi. Ah non, pas du tout. L'idée, en fait, ça va être de maîtriser ce diabète pour éviter tout ce qui va être risque d'hypertension, de prééclampsie, de prématurité, etc., etc. Et aussi pour éviter toutes les complications pour le bébé, parce que le risque, c'est notamment d'avoir des bébés qui sont macrosomes, c'est-à-dire des bébés qui sont avec un poids de naissance supérieur à 4 kg. Du coup, entraîner des accouchements difficiles avec instruments, césarienne, etc., etc. À l'inverse, en fait, on a un risque de glycémie trop faible pour les bébés à la naissance. Puisque après la naissance, du coup, ils ont plus les apports maternels et eux, ils sont encore en incapacité de s'autoréguler au niveau du taux de sucre dans le sang. Et c'est ça qui peut générer, du coup, une hypoglycémie dès la naissance. Ok. Du coup, c'est vraiment important de réussir à le maîtriser, un minimum quand même. Et c'est pas du coup comme ma grand-mère qui fait du diabète, quoi. Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec papy, mamie qui sont atteints de diabète, ça n'a rien à voir. Ça doit être dur, je pense, quand même, à vivre. Une des difficultés des femmes qui sont atteintes de diabète gestationnel, c'est que très rapidement, en quelques semaines, elles doivent intégrer cette culture de « ok, j'ai du diabète, du coup je vais devoir mesurer ma glycémie », parfois même avoir un traitement avec de l'insuline, je vais devoir modifier, contrôler mon alimentation, vivre aussi avec la crainte qu'il y aura potentiellement des conséquences sur mon accouchement, sur mon bébé. Donc c'est donc hyper important de se faire suivre et d'avoir de l'aide et du soutien au quotidien. Et du coup, c'est aussi souhaitable d'être suivi par une équipe pluridisciplinaire. Donc qu'on consulte des médecins, des nutritionnistes, etc., pour avoir du coup un regard assez global. Et parfois, il y a aussi des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont proposés, où du coup, ça permet de rencontrer des gens dans la situation dans laquelle on est. Donc, ça nous permet aussi d'échanger, puis d'avoir plein de petits tips et des clés pour savoir comment mieux gérer la situation. Ok, cool. Merci, parce que c'est cool de savoir ça, vraiment. Ouais. Et du coup, on va passer à un sujet un petit peu plus fun quand même. T'écoutes ? Maintenant qu'on sait le sexe, du coup, ouais. On commence un petit peu à faire la chambre. Du coup, je commence à regarder un petit peu pour les petites décos, les petits jouets, les petits commodes, les machins. Donc, sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'il y a plein de trucs. Mais ils font des trucs de ouf pour les enfants. Ouais. C'est catastrophique. Oui. J'ai envie de tout acheter. Non, mais je comprends. Puis en plus, tout est trop mignon. En vrai, le business de la puériculture, mais c'est un truc de dingue. Puis tu craques sur tout, c'est catastrophique, tu sais pas. Ils sont très forts niveau marketing, etc. Mais oui, je comprends. Mais n'achète pas 48 body, quoi. Ouais, je me suis déjà fait avoir. Ouais, financièrement.
Comme je te disais, en vrai, ils sont hyper forts en marketing et parfois le marketing, il est beaucoup plus puissant que la pédiatrie. Mais en vrai, dis-toi que pour avoir un bébé, on a besoin de quasiment rien. Alors, si tu as besoin de choses, on a besoin d'avoir un minimum de choses à dispo, mais on n'a pas besoin de tout ce qu'on peut voir dans les pubs à la télé, enfin, sur les affiches ou sur n'importe quoi. Mais en vrai, moi, je pense que du coup, au prochain épisode, il faudrait faire un truc sur la liste de naissance, par exemple. Mais on peut faire ça si tu Ouais, veux. en rapport avec ça, Ouais, justement. liste de naissance. Ouais. On pourra même intégrer la valise de maternité, pourquoi pas. Bah oui, du coup. Comme ça, ouais, Ouais. préparer la valise et du coup, liste de naissance, enfin, savoir quoi acheter, quoi se faire offrir, parce que bon, c'est Ah ouais, enfin, quand même. parfois derrière des trucs. Mais oui, on pourra faire ça. Ok. On pourra faire ça. Et bah du coup, trop bien. Et je me rends compte d'un truc. Je pense à tout le temps. Ouais. Mais vraiment, mon cerveau, j'ai une surcharge mentale extrême. C'est-à-dire que vraiment, on passe du change au meuble, au truc, à la peinture, mais genre que ça. Je suis surchargée d'informations, de trucs auxquels je dois penser, mais des trucs bateaux. Sauf que du coup, dans mon cerveau, c'est vraiment une surcharge. Ouais. Bah, en vrai, oui, je comprends. Charge mentale prénatale, en fait. Ah, mais c'est Mm. impressionnant. Ce que tu décris, ouais, c'est du coup bah, la charge mentale prénatale qui arrive bah, du coup bien avant la naissance et qui, c'est vrai, malgré tout, est souvent portée par la future mère. Mm. Non, mais oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Et du coup, j'ai beaucoup de choses en tête. Et ça fait comme, genre, j'ai vraiment un poids en mode, ok, genre, il faut vraiment que je dois absolument tout anticiper, penser à tout, faire machin, mais, enfin, de maintenant à même après. Et vraiment, genre, c'est. Alors que pourtant, enfin, je suis entourée, hein, j'ai Mm. vraiment. Enfin, je suis entourée. Ouais, mais ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et pourtant, j'ai Julien qui est là, toi, enfin, tes parents, ma famille. Enfin, je suis vraiment entourée, mais je me sens, genre, vraiment, j'ai comme un poids où je me dis, ok, c'est à moi de tout porter là, Mm. et je dois tout anticiper. J'ai pas le choix. Non, mais en vrai, je comprends. Ça fait beaucoup. Mais ce qu'il faut que tu dises aussi, c'est que, bah, effectivement, comme tu dis, Julien il est impliqué, t'es pas seule et tu dois pas gérer seule. Enfin, de toute façon, tu ne peux pas tout gérer seule. Et ton rôle, il est aussi pas forcément d'anticiper chaque détail et de tout faire à la perfection. Ça, faut que tu arrives aussi à l'intégrer. Ah, c'est vrai. Mais ça, Julien me le dit tout le temps d'ailleurs. Ouais. Si tu veux, on peut faire un petit point sur déjà tout ce qui est démarche administrative. Ouais, carrément. Parce que ça, c'est pareil, on est totalement perdu. Ok. Alors, si on reprend le tout début des démarches administratives, bon là, c'est passé pour toi, mais en gros, dès que tu as un test positif, bah là, tu choisis un professionnel pour commencer le suivi de ta grossesse. Donc, gynécologue, sage-femme, ou même au début, un médecin généraliste pour qu'ensuite, il puisse te réorienter. Première étape. Ensuite, tu prends rendez-vous pour ton premier examen prénatal. Donc, généralement, à la fin du 3e mois de grossesse. Donc là, du coup, ça te fait ton rendez-vous qui résume ton premier trimestre. À la fin du 3e mois, du coup, tu vas avoir tout ce qui va être déclaration de grossesse. Ça, normalement, ta déclaration de grossesse, elle est faite par ton médecin, ta sage-femme, gynéco, enfin peu importe. Et le plus souvent, en fait, c'est transmis directement à l'assurance maladie. Toi, ce qu'il ne faut pas que tu oublies de faire, du coup, c'est de bien mettre à jour ta carte vitale si elle ne l'est pas. C'est de créer ou de vérifier ton espace à la CAF. Ça va te permettre en fait de faciliter le traitement pour les futurs droits que tu auras. Tu commences à réfléchir ensuite à la maternité dans laquelle tu as envie d'aller. Tu t'inscris toi? Pas du tout. Entre le 3 et le 4e mois, tu peux t'inscrire à la maternité, donc dans celle que tu as choisie. Ça, c'est plus important dans les zones très urbaines, Ok. où tu as quand même beaucoup de demandes, etc. Ensuite, bah, effectivement, tu informes ton employeur, sachant qu'il faut préciser que c'est pas obligatoire d'informer son employeur. Le truc, c'est que si tu veux bénéficier des autorisations d'absence pour les examens obligatoires, etc., bah, c'est important de le faire pour aussi commencer à anticiper pour préparer ton congé maternité. Et puis après, bon, voilà, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est après une question d'organisation de l'équipe. Mais après, bon, voilà, chacun est libre de faire comme il a envie. Mais en tout cas, pour après, toi, tout ce qui va être droit pour toi, c'est bien de le faire. Sachant qu'il n'existe pas de délai légal pour informer ton employeur de la grossesse. Ensuite, quand tu seras entre le 4e et 6e mois, c'est important de se renseigner du coup sur ses droits au congé maternité, tout ce qui va être date prévisionnelle, les indemnisations, etc., etc. Tu peux aussi déjà débuter aussi les recherches de mode de garde. Bon, vous, vous, c'est déjà organisé, mais du coup, se renseigner pour tout ce qui va être crèche municipale, les micro-crèches, les asthmates, garde à domicile aussi, et à certaines communes,
où les demandes, elles sont déposées dès le 4e ou le 5e mois de grossesse. Donc voilà, c'est important aussi d'anticiper tout ça. Ensuite, entre le 6 et le 7e mois de grossesse, donc là encore une fois, selon la situation, on peut faire ce qu'on appelle une reconnaissance anticipée. C'est pour les couples qui sont pas mariés et qui souhaitent établir une filiation donc avant la naissance, et ça c'est quelque chose qui se fait à la mairie. Ensuite, donc, tu finalises les dossiers de mode de garde, s'il y a des dossiers à déposer à la crèche, etc. etc. À l'entour du 8e mois, il faut penser à vérifier du coup les dates du congé mater, transmettre éventuellement des documents à ton employeur. Il faut bien penser à préparer tous les documents pour la maternité, donc pièce d'identité, carte vitale, attestation de mutuelle, le livret de famille si vous en avez un. Je sais pas si vous avez déjà... Ouais, ok, donc livret de famille, et puis évidemment ton dossier de suivi de grossesse. Et ensuite, à partir du 9e mois, tu peux aussi le faire avant. Il faut que tu checkes que ton dossier de maternité soit complet. Tout ce qui est coordonnées CAF, assurance maladie, tout ça, ça soit à jour. Tu peux commencer aussi à organiser le congé du coparent du coup. Ok. Et ensuite, donc, après la naissance, tu as 5 jours pour déclarer du coup la naissance de ton bébé. Ok. Sachant que je sais qu'il est aussi possible d'aller en mairie avant la naissance pour faire une espèce de pré-déclaration, ce qui fait que le jour où vous êtes à la mater, etc., Julien en tout cas sera pas obligé de se déplacer à la mairie pour déclarer la naissance. C'est ce qu'on va faire. Ouais, voilà, comme ça la mater elle transmet directement le dossier à la mairie et genre ok, mon bébé est né, tout va bien. Et du coup, quand vous serez sorti de la mater, il faudra bien penser à déclarer la naissance à la CAF, à rattacher l'enfant à l'assurance maladie. Oui. À informer ta mutuelle aussi, enfin votre mutuelle, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Ok. Tu me feras un petit récap. Je pourrais une petite note. Ouais, je pourrais te faire un récap. Ouais, mais tu vois, genre administrativement, finalement, t'es à jour. Ah oui, oui, oui. T'es à jour parce que tout le début, tu l'as fait. Donc ça. Ouais. Voilà, mais on se fera une petite to-do list. On va essayer de te trouver des petits tips pour alléger un peu tout, genre entre ça, entre la préparation de tout le reste, les achats, etc. etc. Ouais. Et ça aussi pour toi de te créer un espèce de petit rituel un peu détente, relax. Enfin, accorde-toi genre une 20aine de minutes par jour, genre juste pour toi. Ouais, mais t'as raison. Et moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ai acheté un petit cahier en début d'année. Oui, je me rappelle de ton cahier. Ouais. Et du coup, je note. En fait, c'est un truc récapitulatif de ta journée ou de ta semaine. Et du coup, je note tout. Ça m'aide. Son petit cahier mindset. Ouais, j'adore. Sans savoir que j'étais enceinte, je l'ai acheté. Là, ça me sert vachement. Je suis hyper contente de cet achat. Non, mais tu vois, ça peut te permettre aussi de déposer, de décharger tout ça à l'écrit. Tu peux t'en servir aussi pour te faire tes petites to-do list. Franchement, moi, je fonctionne que par des to-do list parce que tu peux pas tout retenir. Quand t'as 1 milliard de choses à faire, tout doux. Ah non, exactement. Et moi, je préfère, c'est vrai, écrire à la main plutôt que faire sur mon tel, genre ouais, bien sûr. Tout noter. Tu te fais ça. Est-ce que tu vois d'autres choses qui pourraient te détendre pour essayer de décharger un petit peu tout ça? Moi, j'aime beaucoup aller à la mer. Après, pour ceux qui ne savent pas, j'habite vraiment collée à la mer. On n'a pas tous ce luxe-là. Mais tu habites à 3 minutes de la mer. Ouais. Essaye de te prendre, genre, je sais pas moi, une demi-heure par jour. Tu te dis, ok, déjà, ça peut être ma petite activité physique. Ouais. Ok, je vais marcher une demi-heure à la mer. Et en fait, tu verras que plus tu vas avoir ces petits instants-là, un peu off, un peu recharge, qui vont te permettre de recharger ta batterie émotionnelle, etc. Plus après, tu vas vivre les choses de manière un petit peu plus chill. Okay. Plus tu as des petits temps de qualité, plus ça va t'aider pour après. Pour enchaîner, en tout cas, la suite de tout ce que tu as à faire. Ok, donc si je résume, moment chill, to-do list, mon carnet d'émotions, et la petite balade à la mer. Et ça va te permettre de te décharger un petit peu. Et tu vois, juste de savoir, de penser à ça, ça me fait du bien. Non, puis tu vois qu'en plus, plus toi tu seras détente, plus ton bébé il le sera. Ouais, non, mais je sais qu'il perçoit déjà à ce stade. Bah oui. Ouais. Oui, comme tu dis, il perçoit déjà plein de choses à 6 mois. Mon bébé, à 6 mois, il entend déjà les sons, donc il reconnaît la voix de ses parents, il réagit aux variations. Et les données scientifiques, elles nous montrent que l'environnement sonore, il influence vachement les premières perceptions de ton bébé. C'est vrai ? Mais c'est génial. Du coup, quand je parle à mon ventre, il entend vraiment. Ouais. Et donc, Julien n'est pas obligé de Il crier. est pas obligé de crier, de toquer comme ça. Mais tu l'as vu hier. Je l'ai vu. J'ai vu. Il pense que s'il crie pas très fort, il n'entend pas.
il est pas obligé du coup Non, de il est crier pas très obligé de fort. Non, mais non, il n'est pas obligé de crier parce que tout ce qui est, je te dis, rythme, intonation, vibration, le ton de la voix, etc., il perçoit déjà. Ok, il faudrait lui dire. Ouais, je lui dirais. Donc ouais, il perçoit déjà plein de choses. Donc en vrai, je te dis, plus t'es chill, plus lui, il le sera. Ok. Trop mignon. Voilà. Okay. Bon, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de plein de choses. Donc si on résume, les mouvements de ton bébé, ils sont cycliques, variables. Ça dépend de son rythme à lui, de ton rythme à toi. Ouais. Si on voit une diminution inhabituelle des mouvements de son bébé, etc., effectivement, on consulte parce qu'on ne sait jamais. Les contractions, ça ne veut pas toujours dire le début du travail, la preuve. Le diabète gestationnel, c'est quelque chose qui peut être fréquent, mais qui en tout cas aujourd'hui est très bien pris en charge et très bien maîtrisé. Le test n'est pas obligatoire. Alors pas pour tout le monde. 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 Voilà, et puis on sait que la charge mentale, elle peut être là très tôt. Plus on va s'octroyer des moments de qualité qui vont nous faire du bien dans la journée, plus ça va nous aider à gérer tout ça. Donc voilà. Et c'est mieux pour le bébé aussi. Et c'est mieux pour le bébé qui à ce stade, il perçoit déjà tout ce qui est déjà environnement sonore. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Moi, je retiens juste que je suis pas en train de devenir folle. Elle est pas en train de devenir folle. Voilà. C'est super. Et merveilleux. Donc du coup, prochain épisode, on aborde valise de mater, liste de naissance, projet d'accouchement en vrai. Ouais. On peut pas être ton projet de naissance et trop bien. On verra de ça la prochaine fois. Merci beaucoup encore. Je t'en prie. Bye.